Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être présents pour la 10e édition de l'Instant Recherche de la Fondation Croix-Rouge française, consacrée cette fois au premier secours. Si vous connaissez déjà la Fondation et l'Instant Recherche, notre rendez-vous biannuel, eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Et puis, si vous découvrez la Fondation à l'occasion de cet événement, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre intérêt pour nos activités que je vous invite à mieux connaître en parcourant notamment notre site internet via l'adresse que je vais mettre dans un instant dans le fil de discussion de Zoom. Voilà. Parmi toutes les productions de la Fondation que vous pourrez retrouver sur notre site, je vous invite à parcourir 10 ans de recherche au cœur des vulnérabilités, pour reprendre le titre d'un ouvrage que nous avons publié l'an passé à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation. Cet ouvrage disponible en ligne sur notre site revient sur tout le travail accompli jusqu'ici, et près de 40 prix de recherche remis, plus de 50 appels à bourse de recherche lancés, presque 700 projets de recherche reçus en réponse à ces appels, dont une centaine a été soutenue pour mener des recherches dans plus de 20 pays et par des chercheurs de plus de 20 nationalités et 16 disciplines des sciences humaines et sociales différentes. Cet anniversaire l'an passé a aussi été à l'occasion de lancer de nouveaux projets comme notre chaîne de podcast dont vous pouvez retrouver les 9 premiers épisodes aussi sur notre site. C'est notre série Enquête d'humanité. Là aussi, vous retrouverez le lien dans le fil de discussion du Zoom pour y accéder. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que tous les événements de la Fondation, comme notre webinaire, sont enregistrés et vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Là encore, vous trouvez le lien dans le fil de discussion du Zoom. Alors, encore merci pour votre présence pour ce nouvel instant recherche que nous avons choisi de consacrer au premier secours, dont les formations sont peut-être l'activité la plus partagée par les 191 sociétés nationales du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Elles sont en effet les principaux fournisseurs et formateurs en premier secours dans le monde. Chaque année, ces sociétés nationales forment plus de 12 millions de personnes au premier secours, conférant au mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge une expertise reconnue depuis plus de 50 ans maintenant. En France, la Croix-Rouge française est le premier opérateur de formation et d'initiation au premier secours. Plus de la moitié des Français formés ou sensibilisés l'ont été par l'association. On le sait, la formation au premier secours revêt un caractère d'utilité publique. En cas de catastrophe ou d'urgence, le premier intervenant est plus susceptible d'être un voisin, un ami ou un membre de la famille. Et lorsque celui-ci connaît les premiers secours et est capable de prendre en charge des lésions ou des troubles physiques ou émotionnels, la souffrance peut être réduite et des vies peuvent être sauvées. Cependant, conduire à une société plus sûre et plus résiliente où chacun posséderait les compétences et les connaissances nécessaires pour apporter une aide vitale en cas de besoin demeure un objectif loin d'être atteint. Par exemple, seul un Français sur 10 a une très bonne connaissance des gestes qui sauvent, selon le rapport annuel de la Croix-Rouge française sur la résilience publié en juin 2023 et intitulé Crise, sommes-nous prêts à les affronter? Aussi, former au premier secours est un enjeu crucial aux multiples défis, on l'évoquera tout à l'heure, car l'objectif est à la fois de donner des connaissances et des compétences aux apprenants, mais aussi surtout développer leur volonté et leur capacité d'agir en situation, ce qui est un véritable challenge. Donc pour toutes ces raisons, nous avons choisi de consacrer la 10e édition de l'Instant Recherche au premier secours pour d'abord faire le point sur l'évolution des connaissances et de la maîtrise des gestes qui sauvent de la population à travers le monde, sur les leviers aussi pour développer les formations et faire qu'elles rendent vraiment les gens capables d'agir, ainsi que sur les atouts et les limites des innovations actuelles dans les parcours de formation au premier secours. Alors, avant de commencer, je précise aussi que cet instant recherche est organisé en partenariat avec le Centre mondial de référence des premiers secours de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont le directeur Pascal Cassan nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Quelques mots sur ce centre. Il est hébergé par la Croix-Rouge française et il a pour objectif ultime de réduire le nombre de décès et la gravité des blessures
ainsi que de rendre les personnes et les communautés plus résilientes en utilisant les premiers secours. Le centre travaille ainsi en étroite collaboration avec toutes les sociétés nationales du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans le monde pour faciliter le partage des connaissances entre elles, promouvoir une formation de qualité au premier secours au niveau mondial et s'assurer que les techniques de premier secours sont pertinentes pour tous les pays et toutes les situations. Aussi, le centre participe à de nombreuses études scientifiques destinées à développer ces connaissances et les meilleures pratiques d'importance stratégique qui éclaireront les futures opérations de la fédération dans ce domaine. Alors, je vous présente maintenant nos invités que je remercie encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Anne Muller, bonjour, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, maîtresse de conférences, membre du laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous enseignez la pédagogie dans les champs de la formation syndicale et de la santé, des innovations pédagogiques et numériques. Votre parcours qui vous a conduite notamment jusqu'à votre nomination au Conseil national des universités pour la discipline des sciences infirmières a débuté par des années en tant qu'infirmière d'abord. Vous avez été formée à la formation au premier secours par la Croix-Rouge. Vous êtes ensuite devenue formatrice au premier secours vous-même en institut de formation en soins infirmiers, puis dans un institut de formation de cadre de santé. Depuis septembre 2022, avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française, vous conduisez une recherche sur les conditions d'amélioration par la formation hybride de l'efficience des premiers secours en collaboration avec le pôle formation de la direction de la relation humaine et de l'engagement de la Croix-Rouge française. En effet, depuis la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la Croix-Rouge française a déployé une nouvelle offre de formation hybride sur l'ensemble de son catalogue de formation, y compris celle dédiée aux premiers secours. Donc, à travers une analyse à la fois qualitative et quantitative portant sur le double regard du sujet apprenant et du dispositif dans lequel il est émergé, votre recherche apporte une compréhension de la manière dont les apprenants s'approprient les ressources en e-learning et ou en présentiel, de l'impact de leur disposition à apprendre sur les apprentissages, leur sentiment de compétence, leur volonté d'agir et leur agir en situation. Donc, nous allons surtout évoquer cette première recherche aujourd'hui, mais je précise que dans la continuité de ce premier travail, vous avez aussi débuté cette année une nouvelle recherche qui vise cette fois à étudier la formation d'équipes de secouristes au travers, là encore, du parcours de formation hybride premier secours en équipe de la Croix-Rouge française. Pascal Cassan, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin d'urgence à Paris et membre de la Croix-Rouge française depuis 30 ans, conseiller médecin national de la Croix-Rouge française depuis 2003. Vous êtes, depuis décembre 2012, directeur du Centre mondial de référence pour les premiers secours de la Fédération internationale des sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge, hébergé donc, je le disais tout à l'heure, par la Croix-Rouge française. Par ailleurs, vous êtes membre de la Société française de médecine d'urgence et de la Société française de médecine de catastrophe. Au niveau international, vous êtes membre du Conseil européen de réanimation depuis 1994 et de l'International Liaison Committee on Resuscitation depuis 2010, participant ainsi aux référentiels internationaux premiers secours et réanimation. À travers l'éventail très riche de vos missions, des missions que vous avez pu mener auprès de la Croix-Rouge française et de la Fédération, des opérateurs publics en France aussi ou des institutions scientifiques internationales, vous avez contribué à l'évolution de l'enseignement des premiers secours, à la fois sur le plan des gestes et sur le plan pédagogique. Aujourd'hui, vous êtes responsable du réseau européen des premiers secours, composé de 52 sociétés nationales du continent européen jusqu'en janvier 2013. Et vous avez été aussi le principal architecte du brevet européen des premiers secours, puis de l'attestation internationale des premiers secours au niveau mondial en 2019. Vous mettez donc votre expérience et votre expertise au service des 192 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde pour les soutenir et les accompagner dans le développement des premiers secours. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Juste avant d'ouvrir la table ronde qui durera 1 heure et pendant laquelle nous allons échanger sur ce sujet, qui sera suivi de 20 minutes d'échange avec le public. Je remercie également le public d'être présent aujourd'hui. Je lui rappelle que si il ne peut pas vous adresser oralement des interventions, des commentaires ou des questions, vous pouvez chacun dans le public les poser, ces questions, faire des commentaires dans l'espace de discussion de Zoom. Et Camille, notre chargée de mission scientifique, on fera une synthèse afin de vous les communiquer durant les 20 dernières minutes de ce webinaire. Voilà, il est grand temps maintenant de commencer notre échange. Anne et Pascal,
Pour commencer, je vous propose de peut-être de faire un point de situation sur les connaissances et la maîtrise des gestes qui sauvent de la population à travers le monde. Je le disais en introduction, et en ne citant que l'exemple des sociétés nationales du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, chaque année, des millions de personnes sont formées aux premiers secours dans le monde. Mais que sait-on de ce que la population en France et ailleurs sait des gestes qui sauvent et de ce qu'elle sait faire? Sait-on évaluer la part moyenne, par exemple, de la population qui, dans chaque pays, a été formée aux premiers secours? Bref, sommes-nous encore loin de ce que j'évoquais en introduction, à savoir une société plus sûre et plus résiliente où chacun posséderait les compétences et les connaissances nécessaires pour apporter une aide vitale en cas de besoin. Je précise que je parle ici des formations de base destinées à tous les citoyens, comme la formation PSC1, Prévention et Secours civiques de niveau 1. Pascal, peut-être pour commencer sur cet état des lieux. Oui, tout d'abord, merci pour votre invitation, parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec la Fondation Croix-Rouge. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'évaluation du nombre de citoyens formés est très aléatoire. Les premiers secours sont sous l'égide de la Direction générale de la sécurité civile, hein, et on a des évaluations, mais qui ne sont absolument pas, je dirais, très précises. On pense que les Français, aux alentours de 40%, ont été un jour initiés ou formés au premier secours. Néanmoins, ces 40%, ils peuvent prendre en compte des personnes qui n'ont été formées qu'une seule fois, sans aucun rafraîchissement de leurs connaissances. Et on le verra un petit peu plus tard, c'est un réel problème, car aujourd'hui, lorsque eh bien, on apprend les gestes de premier secours, la science nous l'a plusieurs fois évalué. Au bout de 6 mois, le tout venant, eh bien, aura oublié pratiquement la moitié de ce qu'il aura appris. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant d'abord dans le, le nombre que l'on évoque, c'est-à-dire 40%. En effet, certains pays excèdent les 80, voire 90%. On cite toujours bien sûr les pays scandinaves, mais également l'Allemagne, l'Autriche sont des pays qui sont très au-dessus des chiffres français avec probablement un cursus dont on va reparler. C'est un cursus tout au long de la vie qui permet effectivement d'arriver à des chiffres tout à fait satisfaisants, en sachant quand même qu'aujourd'hui, un individu dans sa vie courante, s'il interviendra sur quelqu'un de sa famille, quelqu'un de ses proches, 7 fois sur 10. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de ce premier maillon de la chaîne, et aujourd'hui, c'est encore insuffisant en France. Si on fait un petit recul historique, pour le cas français, peut-être qu'on lit un petit peu mieux. Est-ce qu'on atteint, on a vu quand même une évolution satisfaisante ces dernières années ou décennies, ou est-ce qu'on atteint une sorte de plafond de verre? Dans quelle situation nous trouvons-nous? Non, actuellement, on peut dire qu'on a fait d'immenses progrès pour être, comme vous le disiez, avoir une certaine expérience en termes de nombre d'années. Il y a quelques années, nous étions aux alentours de 10-15%. Je parle des années 90. Donc, vous voyez, il y a une réelle progression qui a été, je dirais, tout à fait induite par les modifications des textes officiels, passant d'enseignement théorico-pratique d'une quarantaine d'heures, c'était le brevet national de secourisme, à des formations tout d'abord un petit peu plus courtes, qui étaient d'une douzaine d'heures, et aujourd'hui, le premier secours civique d'une durée de 7 à 8 heures. Et évidemment, cette approche pédagogique centrée sur l'apprenant, eh bien, a permis de développer en qualité pédagogique, mais aussi en quantité, le nombre de personnes formées. Alors donc, on peut effectivement regarder cette situation de deux façons. Ce n'est pas encore suffisant, mais en tout cas, on a fait d'énormes efforts et des efforts qui sont également dus à la contribution de grands partenaires tels que la médecine du travail et le sauvetage secourisme du travail, qui est un grand pourvoyeur de formateurs de secourisme en France, et bien sûr l'éducation nationale qui, même si aujourd'hui elle n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, c'est-à-dire former 100% de nos jeunes têtes blondes à l'issue de la classe de troisième, a atteint environ aujourd'hui entre 30 et 40% de ses objectifs. Donc c'est vrai qu'on peut voir quand même un côté positif quant à la progression de la formation au premier secours des Français. Et à l'inverse des pays que vous avez cités en exemple, et on reviendra sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure, le cursus tout au long de la vie notamment, vous qui avez une vision internationale de la situation, y a-t-il à l'inverse des pays où les taux sont très 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 bas et
et justement qui font peut-être l'objet d'une attention particulière du Centre mondial de référence des premiers secours que vous dirigez? Tout à fait. En fait, il est clair qu'aujourd'hui, dans la politique de développement des sociétés nationales, nous essayons d'aider ceux qui ont effectivement des difficultés à mettre en place cette formation au premier secours. Alors, tant dans la formation, je dirais, de base du grand public, sous le mode volontariat, mais également sous le mode de la formation dans les milieux du travail, car c'est par exemple le cas de l'Afrique. Nous avons de très belles réussites dans certains de nos sociétés nationales partenaires de la Croix-Rouge française, où effectivement on a fait réellement décoller cette formation au premier secours, parce que évidemment, participant à la formation dans les entreprises, les sociétés nationales reçoivent en particulier des fonds de la part de ces entreprises, et donc, comme cela, eh bien, on initie la source aussi bien financière que pédagogique dans leur nombre de formateurs, et on voit donc décoller un certain nombre de sociétés africaines. Il en est de même dans d'autres pays, tels qu'en Asie-Pacifique, où effectivement, alors que ce continent est touché par la majorité des catastrophes mondiales, il est clair qu'aujourd'hui, former la population est un élément fondamental, car former le citoyen au quotidien, c'est le rendre efficace à l'exceptionnel, et que les premiers gestes de secours sont évidemment extrêmement importants dans les situations catastrophiques, car ce ne seront pas des pompiers, ce ne seront pas des médecins qui viendront au secours de leurs voisins, mais ce sera effectivement le voisin qui va pouvoir tendre la main lorsque la personne est victime d'une catastrophe, telle qu'on le voit, y compris en France, lors des inondations, par exemple. Eh bien, ces inondations catastrophiques sont en général un excellent exemple de premier secours de la part du voisin qui va probablement sauver la vie de celui qu'il côtoie tous les jours. Vous avez parlé des inégalités, entre guillemets, entre pays, des grandes différences qu'on trouve entre pays aussi. Au sein d'un même pays, si on prend le cas de la France notamment, y a-t-il des profils particuliers surreprésentés parmi les personnes formées, une frange de la population qui serait plus formée que l'autre, ou une autre qui serait plus difficile justement à former? Que sait-on du profil des personnes qui sont formées et de celles qu'on a justement du mal à atteindre pour les inclure dans ces formations? Alors, il est clair que la moitié des formés appartiennent à la tranche 20 à 35 ans à peu près. En ce qui concerne en tout cas la Croix-Rouge française, c'est clair que donc ce sont en majorité des jeunes. Comme on le disait également, l'école, bien sûr, nous amène un nombre de jeunes formés extrêmement important. Et il est clair qu'aujourd'hui, eh bien, les adultes qui ont passé la cinquantaine n'ont pas profité des dispositifs qui sont actuellement dans un mode de développement, et de ce fait, eh bien, sont insuffisamment formés. Et puis, on peut revenir bien sûr sur le problème des seniors, car ce sont évidemment des personnes qui sont exposées à des accidents domestiques, accidents de la vie courante qui vont des chutes à la brûlure simple là, suite à un accident domestique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces tranches d'âge, eh bien, le nombre de personnes formées est insuffisant, on le sait. Et ce d'autant qu'aujourd'hui, comme vous le savez aussi, le système de santé s'est dégradé, la difficulté d'obtenir des professionnels de santé est là, et que on a besoin d'adultes responsables qui vont effectuer ces gestes de premier secours dans l'attente d'un contact médical, d'un conseil éventuellement. D'un médecin traitant ou bien du centre 15 il est indispensable de effectivement essayer sous toutes ses formes, et effectivement Anne nous en parlera, c'est d'essayer de toucher toutes ces tranches de la population sous diverses formes qui existent aujourd'hui en termes de pédagogie. Anne aussi, vous qui connaissez bien, en tout cas pour le contexte français, le secteur des formations au premier secours, comment est-ce que vous voyez aussi cette évolution là de la formation de la population française? Je rappelle que vous aviez été aussi formatrice en IFSI, en Institut de formation en soins infirmiers. Oui, bah d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Bah, je rebondirai sur l'idée tout à l'heure quand vous avez présenté d'aller vers une société plus sûre, plus résiliente et d'aller vers une société apprenante aux gestes de secours et pour tous et en tout lieu. C'est un peu ce que Pascal Cassan présente. Et par rapport à ça, peut-être sans avancer sur les questions qui vont suivre, dire que le e-learning est une possibilité
de toucher tout le monde en tout lieu et à tout moment. Et donc, c'est une vraie opportunité, que ce soit pour des publics d'accessibilité au public, pour des publics aussi vulnérables, mais aussi pour des publics parfois qui ont des difficultés à se déplacer, à se mobiliser et à avoir confiance en eux. Et donc, peut-être le point clé aussi, ce serait de renforcer la confiance pour que les gens viennent en formation aient un sentiment d'efficacité personnelle et puissent donc s'engager à sauver des vies. Merci Alain. Avant d'entrer peut-être dans vraiment le vif du sujet, les méthodes de formation, les innovations, les défis de la formation de premier secours, je voudrais juste aussi compléter peut-être ce premier point de situation avec vous sur, s'agissant maintenant des acteurs de la formation au premier secours. Je disais en introduction que la Croix-Rouge française est le premier opérateur de formation et d'initiation au premier secours en France, où plus de la moitié des Français formés ou sensibilisés l'ont été par l'association. Pascal, tout en rappelant par ailleurs que la Croix-Rouge française n'est pas la seule organisation à dispenser ces formations en France, bien sûr, je voudrais vous demander si on observe aussi à l'étranger ce même rôle important des associations et du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, notamment dans la formation au premier secours, ou est-ce que ça varie aussi beaucoup selon les pays? Alors, ce sont des situations extrêmement hétérogènes, effectivement. Nous allons, dans les pays, évoluer quasiment d'un monopole de la part de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge jusqu'à eh bien des pays où la Croix-Rouge ne représente qu'une petite partie de cette formation du grand public. Alors, il est clair aujourd'hui que les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'intéressent toutes au premier secours. C'est un socle commun. Nous avons effectivement de multiples activités au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais que les 180, alors 12 pays qui effectivement ont une société nationale, eh bien, ont effectivement un point commun, c'est la formation au premier secours. Donc c'est quelque chose que tout le monde développe, c'est quelque chose que tout le monde se rend compte que c'est vraiment le cœur de métier de notre association. Elle est née sur un champ de bataille pour sauver des personnes. Eh bien, elle le continue dans un environnement qui parfois est plus paisible, parfois ne l'est pas du tout, avec les crises que nous vivons à travers le monde. Mais néanmoins, il est clair qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge représente effectivement un premier opérateur, comme vous le disiez, puisque c'est plus de 20 millions de personnes qui sont formées chaque année au niveau du réseau Croix-Rouge, Croissant-Rouge, ce qui représente bien sûr une infime partie de la population mondiale, mais avec de très grands opérateurs. Par exemple, un seul exemple, la Croix-Rouge chinoise, à elle toute seule, forme entre 2,5 et 3 millions de personnes par an. Au sein de ces 32 provinces, et Croix-Rouge chinoise, qui est l'une des sociétés qui a été harmonisée au titre de la attestation internationale des premiers secours, donc en rapport avec ce dont vous parliez tout à l'heure, les recommandations internationales. Donc, même des grands pays comme la Chine, eh bien, se sont constitués partie prenante de ce challenge mondial qui est la formation au premier secours. Alors, on glisse tout doucement vers la question des méthodes de formation, parce qu'être formé, on l'a dit tout à l'heure, au premier secours ne signifie pas qu'on va finalement connaître parfaitement et maîtriser les gestes qui sauvent. On le disait tout à l'heure, un Français sur 10 a une très bonne connaissance des gestes qui sauvent selon le rapport sur la résilience de la Croix-Rouge française en 2023, alors qu'une part bien plus importante de la population française a été formée. Donc former au premier secours reste un enjeu crucial aux multiples défis. Il faut former, je le disais, il faut donner des connaissances et des compétences aux apprenants, mais aussi développer leur volonté et leur capacité d'agir en situation. Tout cela en quelques heures. Pascal, vous parliez de formation de one shot, en une journée, contrairement à d'autres pays qui forment tout au long de la vie. Donc, bref, c'est un véritable challenge. Euh, J'imagine que les formations, peut-être avant d'entrer dans le détail des formations sur comment on forme, les formations diffèrent-elles selon les acteurs de la formation? Est-ce on observe une hétérogénéité des pratiques, des pédagogies en fonction des acteurs? Et est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler? Vous aviez parlé, Pascal, des référentiels sur lesquels vous aviez travaillé et qui nécessitent une certaine harmonisation pour améliorer son efficacité. Peut-être Anne, d'abord sur cette question de comment est-ce qu'on forme au premier secours en France et puis Pascal ensuite.
Euh, par rapport à l'évolution des premiers secours en France, Oui, et la diversité des acteurs qui dispensent ces formations. il y a une diversité. Oui, par rapport à l'évolution, enfin, il y a une évolution qui est liée aux différents courants pédagogiques, comme le socio-constructivisme, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui a été important. C'est une théorie de l'apprentissage qui postule que ce sont les individus eux-mêmes qui participent activement à la création de leurs connaissances et de leurs compétences. Et de ce fait, eh ben, on les met au centre du dispositif. Alors là, l'acteur, on voit que l'apprenant, il est mis au centre du dispositif et autour de lui, on va essayer de créer une organisation qui va être apprenante ou capacitante pour permettre qu'il développe ses connaissances et la maîtrise des gestes d'urgence. Alors, du coup, la pédagogie, elle se veut plus active. Elle se veut plus active. Les méthodes visent à rendre l'apprenant plus acteur et on va évoluer d'une ingénierie de formation vers une ingénierie des compétences. Et c'est ce qui a donné le passage de la théorie aussi à la pratique depuis 1970. Ça a incité à ça. Et donc, la place des acteurs évolue, celle de l'apprenant, mais aussi celle du formateur, qui finalement devient facilitateur des apprentissages et non plus transmetteur, bien sûr, enseignant aussi, mais surtout de plus en plus facilitateur des apprentissages. Et pour faciliter les apprentissages, il va porter attention aux dispositions à apprendre de l'apprenant. Ça renvoie à la notion d'apprenance, au concept d'apprenance développé notamment par Philippe Carré, qui dit qu'il y a trois types de dispositions à apprendre. Des dispositions connatives, c'est-à-dire la manière d'apprendre est différente en fonction des personnes, et donc les modalités d'apprentissage et les logiques de formation vont essayer d'articuler pour vraiment cibler ces dispositions cognitives de l'apprenant. Ça, c'est important parce qu'il va y avoir du coup des étapes successives pour qu'il y ait mémorisation, ancrage, consolidation pour arriver à la maîtrise des gestes d'urgence. Et donc, cette pédagogie, elle est développée notamment dans les formations PSC1 Croix-Rouge que j'ai étudiées. Il y a aussi les dispositions affectives. Et ça, ces dispositions affectives, ça va renvoyer aux émotions, aux sentiments d'appartenance dans le groupe, au collectif des personnes qui sont formées aux gestes d'urgence qui sauvent. Et dans ces dispositions affectives, il y a un élément qui est très important, c'est la confiance. Donc, renforcer le sentiment de confiance est un élément important. Et là encore, les acteurs, notamment les formateurs, vont influer sur ce sentiment de confiance, sur ce sentiment d'efficacité personnelle que les apprenants vont avoir ou pas, ou peu ou prou, développer. Et c'est très important parce que c'est le niveau du sentiment d'efficacité personnelle va impacter sur l'apprentissage, sur le transfert des savoirs et donc sur le passage à l'acte. Donc là, on voit que la maîtrise des gestes ne suffit pas. Le sentiment d'efficacité est un vecteur, un levier qui influe positivement sur le passage à l'acte. Donc il y a des méthodes pédagogiques euh, et là, ça fait référence à la théorie socio-cognitive de Bandura, qui font que finalement, on va mettre les apprenants en situation de réaliser des expériences, d'expérimenter, de réaliser des expériences vicariantes qui vont renforcer leur sentiment d'efficacité. Alors, je pourrais le développer davantage. Et puis, la troisième disposition, c'est la disposition conative. Et donc là, c'est très important aussi cette disposition conative, donc la motivation, le passage à l'acte, parce que finalement, ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est un mécanisme autorégulateur de l'action, de l'activité humaine. Voilà. Et donc, la pédagogie, elle va mobiliser les sources du sentiment d'efficacité personnelle, donc une expérience de maîtrise, par exemple, active, c'est-à-dire que dans les groupes, quand je vois mon collègue effectuer des gestes d'urgence, quand je vois qu'il arrive à les maîtriser, alors moi, je me dis que je vais aussi arriver à les maîtriser. Donc finalement,
il y a cette capacité, par association, par identification, à apprendre avec succès. Ce qui est important aussi, il me semble, c'est la réalisation, enfin, c'est que l'erreur est apprenante. Tout à l'heure, je parlais de la société apprenante, mais l'erreur est apprenante. Donc, avoir le droit à l'erreur, recommencer jusqu'à l'obtention de la maîtrise active des gestes. Ça, c'est aussi important parce que ça va renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Il y a aussi la persuasion verbale. Donc, les formateurs vont renforcer le sentiment d'efficacité personnelle en évaluant l'acquisition, le niveau d'acquisition de la maîtrise des gestes. Et en faisant cela, ça va permettre à l'apprenant de s'auto-évaluer et de lui montrer quel est le niveau attendu et de pouvoir continuer à progresser par rapport au niveau attendu. Et tout ça se fait, tout à l'heure je disais qu'il y avait des dispositions affectives, tout cela se fait en prenant en compte l'état physiologique et émotionnel de l'apprenant dans la situation d'apprentissage. En quoi c'est important? Parce que le passage à l'acte, ce qui est intéressant, c'est comment la personne va s'engager dans la formation. Et l'on peut supputer que si elle s'engage dans la formation, alors elle va s'engager dans les gestes de premier secours, etc. Et le passage à l'acte, il dépend de deux variables. Un sentiment d'efficacité qui va être fort et une attente des résultats forts ou faibles. Et donc là, les formateurs, quand ils forment, insistent bien sur ces deux éléments-là, renforcement du sentiment d'efficacité et le fait de sauver des vies. Et donc, c'est fait par analogie. Ici, maintenant, vous expérimentez l'apprentissage des gestes d'urgence jusqu'à la maîtrise. Et demain, quand vous serez sur le terrain, en tant que citoyen, voilà ce que vous ferez, voilà ce que vous serez en condition de faire, en sachant que le lieu, le contexte, etc. peut changer, mais il n'empêche que les schèmes opératoires seront rentrés seront mémorisés. Alors, je ne sais pas si ça, c'était par rapport à l'individu. Mais on peut s'intéresser aussi à l'environnement. Et donc, dans l'environnement, il y a un engagement qui va être favorisé par un climat positif d'apprentissage, par une liberté d'action aussi, et puis par une sécurité psychologique qui va être importante. Euh, Merci Anne. Pascal, quand j'entends Anne, je note une diversité d'approches pédagogiques euh, qui inspire une multiplicité d'acteurs qui fait que on ne forme plus aujourd'hui comme on formait il y a 10, 20 ou 30 ans. Bref, quand on parle de formation premier secours aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une seule et même chose ou constatons une hétérogénéité, une diversité qui rend un petit peu plus complexe de comprendre finalement l'effet de ces formations sur la population. Il est clair qu'aujourd'hui, lorsque on parle je dirais, de notre territoire hexagonal, on peut dire que l'ensemble des formateurs ont une même approche et on les centre sur l'apprenant. Et qu'aujourd'hui, à la Croix-Rouge française, on a une pédagogie extrêmement pratique, tout d'ailleurs, comme beaucoup d'autres associations, nous ne sommes pas les seuls, parce que eh bien, c'est le principe même, comme le soulignait Anne, d'une pédagogie qui va rendre efficace l'apprenant avec un regard bienveillant et une prise en compte de son expérience, parce que effectivement, nos formateurs, souvent, eh bien, commencent par exprimer aux participants, avez-vous déjà rencontré telle situation et qu'avez-vous fait? Et on part effectivement de l'expérience des participants pour aller eh bien, peut-être dans la suppression des idées reçues pour aller vers la bonne prise en charge. Mais néanmoins, en tout cas, l'apprenant a l'air de, je pense, acquiert petit à petit une progression qu'il va normalement l'emmener vers une efficacité à la fin de sa formation, à la fin de ses 8-10 heures de formation. Il est clair qu'aujourd'hui, l'hétérogénéité, par contre, mondiale est grande. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec beaucoup de pays. Si je prends l'Europe, par exemple, nous étions dans un système extrêmement théorique où on était à l'école derrière une table et où regardait un formateur eh bien, faire un cours et passer des diapositives dans le meilleur des cas.
Il est clair qu'aujourd'hui, on sait que cet apprentissage n'est pas adapté aux gestes qui sauvent parce que, il faut effectivement pratiquer. On sait qu'un geste pratiqué va mieux se mémoriser qu'un geste simplement découvert et théorisé par le formateur, et qu'il est indispensable. On parlait tout à l'heure effectivement de l'effet témoin, le bystander effect, comme disent les Anglais, c'est-à-dire je passe sur les lieux d'un accident et je fais comme si je ne le voyais pas, ou en tout cas je ne fais rien parce que je ne suis pas sûr de moi, parce que j'ai peur, alors j'ai peur peut-être de mal faire, j'ai peur peut-être d'être poursuivi, c'est le cas dans certains pays, face à un geste mal fait. Effectivement, cet effet témoin, il faut l'enrayer par une formation d'abord bienveillante, une formation qui est pratique, et puis une formation qui est répétée. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, on doit de manière définitive concevoir que l'apprentissage des gestes de premier secours doit se faire tout au long de la vie, de façon à diminuer effectivement cet effet témoin et donner l'assurance à celui qui doit faire le geste de premier secours de l'effectuer au bon moment et de la meilleure façon qu'elle soit. Et c'est clair qu'aujourd'hui, comme on disait également tout à l'heure, c'est que ce geste, en plus, il y a une dimension émotionnelle forte, puisque 7 fois sur 10, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un peut-être que j'aime, et que je peux être face à une urgence vitale, mais je peux heureusement le plus souvent être face à une urgence qui n'est pas vitale, et que dans ce cadre-là, eh bien, il est clair que le, le premier acteur doit se rendre compte qu'il ne peut faire que du bien. Il ne peut, évidemment, si nous prenons l'extrême, c'est-à-dire l'état de mort apparente, l'arrêt cardiaque, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de complications à la mort. Il est clair qu'aujourd'hui, la seule chance que l'on a lorsque l'on fait quelque chose sur un arrêt cardiaque, c'est de lui donner plus de chances de survie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mesuré de manière très objective le changement, je dirais, des chances de survie dans les pays qui enseignent en masse à leur population et les autres qui ont effectivement une formation moins importante. Et on a vu aujourd'hui des courbes de survie décoller. C'est le cas en particulier d'une étude danoise qui montre que les chances de survie au Danemark sont considérablement multipliées parce que effectivement on est arrivé à un stade où la population quasiment est toujours présente lors d'un arrêt cardiaque et commence les gestes de premier secours. Donc il est clair qu'aujourd'hui, le challenge de nos formations au premier secours est non seulement le nombre, mais également la qualité et on va dire le recyclage, pas très joli mot, mais malgré tout qui veut dire ce que cela veut dire, c'est-à-dire réanimer la mémoire de chacun de nos participants sous quelque forme que ce soit, relire un guide des premiers secours, voir quelque chose sur le net ou faire utiliser une application doivent permettre, eh bien, effectivement, d'améliorer la mémorisation de nos concitoyens et deuxièmement, bien sûr, améliorer le sentiment de passage à l'acte qui est fondamental parce que ça ne suffit pas, eh bien, d'apprendre les gestes de premier secours, il faut être capable de les pratiquer. Vous, Pascal, je reviens vers vous au Centre mondial de référence des premiers secours. Deux de vos missions principales, qui est inhérente au statut que vous confère la Fédération en tant que centre de référence, c'est de demeurer au sommet des connaissances, à la pointe des connaissances dans votre domaine, mais aussi de diffuser ces connaissances et conseils de bonne pratique à l'attention de tous les bénévoles et salariés, tous les volontaires du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans le monde. Dans quelle mesure vous tenez compte des contextes culturels, justement des spécificités des pays, dans les conseils que le Centre mondial peut diffuser aux volontaires en matière de formation au premier secours? À quel point cela joue? Y a-t-il, autrement dit, si je pose la question de manière un petit peu naïve et simple, y a-t-il une méthode qui est meilleure que les autres et applicable partout à l'identique sans tenir compte justement de ces spécificités? Non, il est clair il faut tenir compte des spécificités de l'environnement et il est clair qu'aujourd'hui, un environnement varie d'un pays à un autre en parlant par exemple des moyens, bien sûr, ne serait-ce que les moyens financiers d'équipement des sociétés nationales, mais également les règles de culture qui sont importantes à prendre en compte, culture, religion,
Et nous avons évidemment un intérêt vis-à-vis de la prise en compte de ces différences. Aujourd'hui, en pays musulmans, eh bien, les groupes de travail sont bien sûr divisés par des formatrices qui enseignent à des participantes et des formateurs qui enseignent à des participants. Et nous devons en tenir compte. Nous ne pouvons pas, et surtout dans le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, de passer outre ces habitudes et ces règles de société. Donc, il est clair que nous devons les respecter. Par contre, la pratique et la mise en avant du formé au centre de la pédagogie de nos formateurs, elle est constante. Elle est constante, quel que soit l'environnement, y compris pour nos collègues du CICR qui agissent en situation de crise et de guerre. Il est clair que l'enseignement se fait de façon à ce que les participants agissent le plus possible lors de la formation et que l'on ne soit pas là non plus dans des cours qui seraient trop théoriques. L'autre élément également à prendre en compte, ce sont les moyens qui sont différents d'un pays à un autre en fonction des réalités. Si par exemple vous êtes dans un pays où l'eau a le prix de l'or, parce que, eh bien, on ne peut pas effectivement gâcher l'eau qui est déjà manquante pour le pays, eh bien, certains pays ont trouvé des méthodes pédagogiques pour éventuellement eh bien, faire un arrosage d'une brûlure, mais par la technique que l'on appelle des bols, c'est-à-dire que je mets un bol sous le membre qui a été brûlé, de façon à ce que lorsque je vais arroser ce membre eh bien, avec l'autre bol, eh bien, je récupérerai l'eau qui ne tombera pas et ainsi de suite. Ça, c'est une technique pédagogique d'adaptation extrêmement réaliste. Là aussi, c'est si je ne peux pas me laver les mains avec de l'eau et du savon, eh bien, j'utilise de la cendre. Là aussi, eh bien, on a des évidences scientifiques qui montrent que la cendre eh bien, permet une diminution de la flore bactérienne et donc une désinfection entre guillemets des mains tout à fait relative. Donc nous devons prendre en compte, et lors de la rédaction des référentiels internationaux que nous faisons tous les 5 ans, on essaye de plus en plus prendre en compte ces environnements culturels, ces environnements financiers, ces environnements euh, éventuellement de crise et d'adaptation aux situations, de façon à ce que, eh bien, on applique et avec les formateurs de terrain, eh bien, ces recommandations. La dernière phase d'une, ce que l'on appelle l'evidence-based practice, c'est-à-dire la pratique avec les preuves qui sont là pour nous donner le bon sens et le temps dans le domaine technique pédagogique, eh bien, s'intéresse de plus en plus, si vous voulez, à ces situations et s'adapte de plus en plus avec la participation des personnes de terrain, de façon eh bien, à ce que ça soit congruent entre la science et la pratique, car on ne peut pas avoir je dirais, des scientifiques qui travaillent et qui décident de ce que sont les recommandations internationales sans que, eh bien, si ces meilleures recommandations internationales ne sont pas applicables sur le terrain, elles n'auront pas de valeur. Donc, il est clair que l'application doit être mesurée et adaptée en fonction de la réalité du terrain. Anne, peut-être juste sur ce point-là de la variété des méthodes. Vous aviez exposé tout à l'heure les différentes approches pédagogiques. Là aussi, vous constatez cette hétérogénéité, la nécessité de s'adapter aussi éventuellement au public, même qu'on est en face de soi. Oui, comme dans toute ingénierie pédagogique, en fait, on construit la formation en fonction des besoins de la personne qui va être formée. Donc, ça me renvoie aux dispositions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi, essayer d'être attractif, innovant, etc. Ce qui paraît intéressant, c'est l'articulation de différentes méthodes. Parce que justement, ça peut s'inscrire dans différents types de dispositions. On n'est pas tout visuel ou tout auditif, kinesthésique, oui, etc. Mais la variabilité des techniques et des méthodes, finalement, peut renforcer l'apprentissage et donc, in fine, la maîtrise des gestes d'urgence. Finalement, la maîtrise des gestes d'urgence, elle repose parfois sur
l'observation de sa collègue, sur l'expérimentation, sur le réajustement d'un formateur, sur un obstacle pédagogique que l'on peut avoir rencontré et finalement pour lequel on a été aidé à dépasser. Et donc finalement, on est content du succès que l'on a pu acquérir. Et donc, tout à l'heure, je parlais de l'apprentissage essai-erreur, mais il y a aussi la progression des apprentissages. Et puis, dans la progression des apprentissages, il y a aussi passé de situations peut-être simples à de situations de plus en plus complexifiées et tout en étant accompagné. Voilà. Et donc, c'est bien cette progressivité qui fait que la personne est renforcée dans son sentiment de confiance et que du coup, elle sera plus apte à agir quand il sera besoin qu'elle agisse. Alors justement, Anne, je vous laisse la parole parce que j'aimerais évoquer maintenant avec vous la recherche que vous conduisez actuellement avec le soutien de la Fondation et sur une proposition de nos collègues de la Croix-Rouge, parce que Pascal, vous évoquiez ce que les scientifiques peuvent nous dire des pistes de solutions pour relever les défis de la formation au premier secours. Vous aviez évoqué tout à l'heure le défi de la mémorisation, mais aussi celui du passage à l'acte tout à l'heure. Anne, pouvez-vous nous décrire un petit peu votre travail de recherche sur ce format justement hybride développé par la Croix-Rouge française, le IPSC1, qui mêle hein, une partie de la formation à distance mais aussi en présentiel, et en quoi justement elle peut surmonter certains obstacles, relever certains défis inhérents à cette formation au premier secours. Oui. Alors, ma recherche, elle porte sur la comparaison entre les deux dispositifs de formation, le dispositif tout présentiel, PSC1, et le dispositif hybride. Et l'objectif, c'est de montrer, d'identifier les atouts, les limites de chacun des parcours de formation et d'étudier la perception des acteurs. Alors, j'étudie à la fois les apprenants des deux dispositifs et à la fois les formateurs des deux dispositifs. Et l'étude consiste à mesurer la perception qu'ils ont quant à l'impact de la satisfaction, de l'acquisition de l'apprentissage, du transfert, du passage à l'acte et finalement de l'impact sur l'organisation. Donc en fait, ma recherche vise à étudier en quoi les deux dispositifs, finalement, vont influer sur la personne, l'apprenant, dans ses dispositions à apprendre cognitives, connatives et affectives, dans son sentiment d'efficacité personnelle, etc., pour pouvoir lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences pour agir, passer à l'acte dans un environnement. Voilà. C'est le modèle triadique de Bandura que j'ai utilisé comme modèle pour cette recherche. Et pour cela, donc, l'idée, c'est quelle est la perception croisée des acteurs. On parlait des acteurs tout à l'heure. L'idée, c'est quelle est la perception croisée des acteurs pour chacun des dispositifs, apprenants et formateurs. Donc, les questions sont identiques à l'un et l'autre des dispositifs. Et donc, ils vont porter sur, d'abord, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, en début de formation au premier secours, à combien un apprenant évalue son sentiment d'efficacité personnelle à porter secours à une victime. Ça, c'est une première question. Et puis, en fin de questionnaire, et reposer la question de ce sentiment d'efficacité personnelle à pouvoir porter secours et à s'engager dans la formation et à s'engager dans l'organisation des premiers secours en France. Et entre les deux, j'évalue le sentiment d'efficacité personnelle en fonction de chacun des modules qui est proposé par la Croix-Rouge. Donc, le premier module étant quel sentiment d'efficacité personnelle j'ai par rapport aux gestes que je saurais faire par rapport à une victime qui s'étouffe, une victime qui saigne abondamment, etc. Et je pose ça pour chacun des modules de la formation. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, j'interroge aussi la structure et les modalités d'apprentissage de chacun des dispositifs. C'est-à-dire, euh, comment l'apprenant perçoit finalement le design pédagogique d'un cours ou comment il perçoit le design de la plateforme. En sachant que la plateforme, il va s'auto-former en environ 4 heures
et puis après venir en présentiel avec ses camarades. Alors peut-être insister sur le fait qu'en présentiel, ce sont des groupes réduits de personnes, au titre d'Anzieux, hein, sur 10 personnes. Voilà. Donc il y a cette alternance d'apprentissage entre l'apprentissage individuel qui va faire appel à l'autorégulation de l'apprenant, et puis cet apprentissage collectif dans lequel il va pouvoir réaliser des expériences vigariantes et expérimenter ses erreurs, etc. Et donc j'interroge les deux designs, donc le design de la plateforme et le design des cours, et pour voir s'il y a une différence et surtout comment c'est perçu et comment l'articulation est perçue. Parce que ce qui est important, c'est dans un dispositif hybride, c'est ce qui est de l'ordre de ce qui est travaillé à distance et ce qui est travaillé en présentiel. L'important, c'est d'articuler ces éléments-là. C'est-à-dire que là, on revient sur la posture des acteurs. L'apprenant a appris par lui-même avec le e-learning. Il a validé son apprentissage puisque c'est à ce moment-là qu'il peut passer en présentiel. Et quand il est en présentiel, le formateur devient un facilitateur des apprentissages. Il ne refait plus l'enseignement tel qu'il le fait en présentiel. Il change complètement de posture. Il réinterroge sa posture et là, part de ce que l'apprenant a en termes de représentation, mais aussi en termes d'acquisition pour monter en connaissance et en compétence. Et donc, on retrouve bien là, plus encore peut-être, euh, l'apprenant au sein du dispositif. Et donc, on voit bien comment le formateur doit adapter sa posture à l'apprenant, aux obstacles qu'il peut rencontrer et comment il va s'y prendre pour renforcer ses apprentissages. Alors, je pose ces questions-là. Mhm. Et quoi dire d'autre? Je précise juste, Anne, que, comme je l'avais dit en introduction, vous êtes aussi engagé dans une sorte de second volet de continuité de cette Ah oui, recherche, désormais consacré à la formation hybride premier secours en équipe, où là, désormais, vous allez aussi enquêter auprès de personnes qui, a priori, auront une plus grande probabilité de passer à l'acte. oui. Oui, alors la recherche, elle va simplement débuter. Mhm. Mais ce qu'il peut y avoir de commun, c'est que effectivement, c'est bien cette notion de passage à l'acte et Mhm. puis peut-être cette notion d'accompagnement. Parce Mhm. qu'au contraire du PSC1 où l'accompagnement se fait en présentiel et non pas à distance, dans le PSCE, de PSE, il y a des modules et ces modules sont accompagnés régulièrement par un formateur. Et donc peut-être que là, la question de recherche, c'est finalement en quoi et comment l'accompagnement du formateur au sein de ce dispositif hybride, hein, PSE, va renforcer là encore le sentiment d'efficacité personnelle de l'apprenant à aller sur le terrain, comment il va se sentir compétent pour passer à l'acte, pour faire une première mission. Et donc, ça renvoie sur le sentiment d'efficacité, mais aussi sur l'accompagnement pour étudier quelle est la posture du formateur dans cet accompagnement. Et là, l'élément théorique ou la théorie, c'est le concept d'accompagnement de Maëla Paul, guider, escorter et soutenir. Et donc, de voir en quoi le formateur, il va être présent et en quoi sa présence va favoriser l'apprentissage et le passage à l'acte. Donc, il y a des similitudes Tout à dans les fait. deux recherches, Oui, c'est pour même ça si que elles je sont parlais de complètes. continuité, effectivement. Ouais, Euh, Pascal, ce format hybride, parmi d'autres, vous parliez tout à l'heure du cursus tout au long de la vie qui pouvait expliquer les taux de formation très forts dans certains pays. Ce format hybride, cela fait partie des innovations possibles. D'ailleurs, j'en profite pour demander si qui peut être, qui a quand même pas mal chamboulé les pratiques de la Croix-Rouge française. Les formateurs, Anne parlait d'adaptation nécessaire des formateurs aussi, donc c'est une petite révolution, en tout cas une innovation. Cela fait partie avec d'autres pistes possibles, et justement j'en profite pour vous les demander si vous les avez en tête, d'innovation qui nous permettent peut-être d'imaginer ce que seront les premiers secours de demain. Oui, bien sûr, la technologie, elle viendra en complément de notre pédagogie actuelle. Évidemment, tout ce qui est réalité virtuelle ou autre produit de ce même type va faciliter les choses parce que
Ce qu'il manque à nos apprenants, c'est souvent simplement le rapport à la réalité, puisque dans un cours de premier secours, eh bien, on va faire un maquillage qui ne sera jamais parfait, quel que soit le meilleur des outils de maquillage. Nous n'avons pas effectivement cette immersion dans quelque chose de proche de la réalité. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies et tout, cette semaine, il y a eu au niveau international, mené en particulier par nos collègues italiens et l'European Resuscitation Council, un congrès qui s'est intéressé à ces nouvelles technologies immersives dans tous les domaines, mais bien sûr dans le domaine des premiers secours. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, car bien sûr, simplement eh bien, avoir ces masques de réalité virtuelle émassés sur un mannequin que l'on connaît, mais qui va prendre l'apparence d'un humain, était quelque chose d'extrêmement important dans l'aspect cognitif, tout comme ça l'est également, bien sûr, dans l'arrêt d'une hémorragie ou tout autre geste de premier secours. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que l'on va vivre dans les années à venir, lorsque eh bien, on aura résolu des problèmes de coût, bien sûr, et puis les problèmes d'adaptation, comme vous le disiez très bien, c'est de la technique d'enseignement des formateurs, parce que effectivement, il faut qu'il se transforme d'un formateur vers un facilitateur. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement intellectuellement important, parfois difficile à comprendre de la part des formateurs qui, depuis 15 ans, 20 ans, forment au premier secours et qui vont devenir des facilitateurs, mais non plus des transmetteurs d'informations ou de techniques. Et ça, c'est quelque chose qui se doit d'être travaillé par tous les niveaux de la pyramide de formation, c'est-à-dire les formateurs de formateurs, et puis ceux qui sont en charge de l'ingénierie des formations, parce que on ne peut pas nier que les formateurs peuvent être effectivement un peu inquiets de leur positionnement face à ces nouvelles techniques pédagogiques. Donc ça, effectivement, nous devons de les rassurer, nous devons les transformer et d'adapter leur technique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, en matière effectivement d'immersion, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mise en situation concrète, c'est-à-dire ce cas concret que nos formateurs connaissent bien, c'est un élément très important pour les participants qui voient la différence entre quelque chose qui est théorique et quelque chose qui est pratique. N'oublions pas que lorsque l'on interroge les personnes qui ne viennent pas se former au premier secours, les réponses sont en général je n'y ai même pas pensé, je ne sais pas où me former, euh, je, je, je trouve que c'est trop compliqué. Ensuite, il y a la question de l'argent. C'est parfois cher pour quelqu'un de se former au premier secours. Et ce sont des éléments sur lesquels nous devons travailler de façon à ce que, eh bien, les participants viennent se former au premier secours avec je dirais, ce désir d'immersion, cet intérêt que l'on peut leur donner, tant dans le geste du quotidien, l'accident domestique, que dans le geste à faire, ou en tout cas la prévention à effectuer en situation de catastrophe. Donc c'est vraiment aujourd'hui des approches pédagogiques qui se veulent de plus en plus immersives, de plus en plus pratique et le participant il sera gagnant. Il faut que surtout que le formateur n'y soit pas perdant et que on l'adapte dans sa technique pédagogique pour qu'ils se sentent valorisés, car ils se doivent d'être valorisés, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur personne, et nous devons faire en sorte de leur donner la méthode, les meilleures méthodes pour que, eh bien, ils modifient simplement leur savoir pour une transformation, je dirais, de leur technique ancienne en des techniques nouvelles qui permettraient, on l'espère, une meilleure mémorisation des gestes qu'ils sauvent. Merci beaucoup. Une dernière question avant de clore la table ronde et de passer aux commentaires et questions du public. Pascal, vous l'avez dit plusieurs fois, vous avez insisté sur l'importance des pratiques ou des actions basées sur des faits tangibles, evidence-based practice. Je voudrais vous demander si vous deviez retenir qu'une ou deux questions
qu'est-ce qu'on a besoin de connaître aujourd'hui sur les premiers secours? Sur quoi souhaiteriez-vous vous orienter? On a là une chercheuse, Anne Muller et Pascal, qui a, j'ai envie de dire, un pied dedans, un pied dehors aussi de la science. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quels sont les gaps de connaissances principaux, les plus importants aujourd'hui, sur lesquels on aurait besoin peut-être d'orienter l'effort de recherche et de collaboration donc nécessaire entre chercheurs et opérationnels, acteurs humanitaires, selon vous aujourd'hui? Si vous ne deviez retenir une ou deux questions, une ou deux, on a passé on a évoqué beaucoup de choses aujourd'hui sur la mémorisation, sur la capacité de passage à l'acte, notamment. Qu'est-ce qui retiendrait votre attention, peut-être Anne? Euh, Peut-être j'insisterai sur la posture du formateur par rapport à la facilitation, mais notamment sur l'importance du débriefing, quelles que soient les méthodes et les techniques. On pourrait aussi envisager, par exemple, la ludopédagogie, hein. Mais les études montrent que finalement, le jeu en formation, il va favoriser l'engagement de la formation, mais sans pour autant améliorer les capacités de mémorisation, d'ancrage et de consolidation. Donc ça, c'est une première chose. Mais dans le débriefing, ça me paraît enfin, très important de s'adresser de s'adresser à l'apprenant en renforçant en ciblant ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, et en faisant très attention aux dispositions affectives. Parce que dans la simulation, euh, la personne s'engage, elle donne à voir ce qu'elle est, ce qu'elle connaît, mais aussi ce qu'elle ne connaît pas. Et je pense que ça peut être un obstacle à l'apprentissage. Et il me semble que les recherches qui sont faites en ce moment insistent sur l'importance de ce débriefing dans le renforcement des connaissances et donc dans le passage à l'acte. Si lors du débriefing, j'ai été valorisée, reconnue, soutenue, guidée vers la maîtrise des gestes d'urgence, alors, quand je serai en situation de passer à l'acte, je me rappellerai, je me remémorerai cette situation, me remémorerai les mots du formateur, et donc je me sentirai confiant pour agir. Et ça me paraît important. Merci Anne. Pascal, pour conclure sur ce dernier point. C'est clairement ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la mémorisation, hein, sur laquelle on doit travailler parce que on ne peut être satisfait des études qui nous montrent que 6 mois plus tard, les participants ont oublié la moitié de leur apprentissage. Ce n'est pas possible. Donc, en termes d'efficacité, en termes de faisabilité, on sait qu'aujourd'hui, il nous faut améliorer cette mémorisation et proposer à nos participants eh bien, des outils qui leur permettront, pas forcément par un face-à-face pédagogique, mais par une autre technique pédagogique, eh bien, d'améliorer cette mémorisation et de se rendre compte de l'importance de cette mémorisation, car ils ne sont pas des professionnels de l'urgence et n'utiliseront leurs gestes que peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard de leur formation, et qu'il faut, hein, de manière nécessaire, eh bien, faire en sorte qu'ils aient revu ces gestes de façon, sous une forme ou sous une autre, de façon à améliorer effectivement leur état d'esprit et ce passage à l'acte dont on a besoin tous, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de former des gens qui ne passeraient pas à l'acte et n'agiraient pas en situation d'accident. C'est l'intérêt du e-learning aussi, ça, que de pouvoir proposer une offre de formation à distance et tout au long de la vie, où les gens peuvent aller en fonction de leur autorégulation, voilà, de leurs besoins, etc., et de leurs envies, de leur motivation justement à continuer à se former et à s'engager. Donc c'est tout à fait rendu possible grâce au e-learning. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et il y a certaines applications dont on n'a pas parlé, mais on aurait pu citer Sauve Life notamment, certaines applications très utiles aussi pour rappeler certaines choses importantes. Merci beaucoup Anne et Pascal. Je passe la parole à ma collègue Camille Rayon pour nous faire une synthèse des commentaires et questions qui ont été laissés durant la table ronde. Bonsoir Camille. Bonsoir à tous, donc je suis Camille, chargée de mission scientifique pour la Fondation Croix-Rouge française. Nous tenons déjà vraiment à vous remercier pour votre proactivité dans le chat, surtout que vous venez de différentes régions du monde, que ce soit la France, la Suisse, le Portugal, la Côte d'Ivoire ou encore le Burundi. Donc un grand merci à vous.
On a trois types de questions, des questions qui vont être liées à la recherche sur le sujet, d'autres plutôt pratico-pratiques, et puis enfin un dernier groupe de questions liées à l'évolution des contextes. Donc on va commencer par le premier groupe de questions liées à la recherche sur le sujet. Et nous avons une question de Anissé, donc du Burundi, qui est volontaire et formateur à la Croix-Rouge du Burundi, qui a fait une thèse notamment sur les gestes de premier secours chez les futurs médecins. Ces résultats sont assez alarmants et donc Anissé demande s'il y a des études d'impact, notamment sur les premiers secours. Dans dans la même veine, nous avons aussi donc la question de Bruno qui nous vient de Suisse et qui nous demande s'il y a des retours d'expérience sur l'augmentation des chances de survie entre les pays qui enseignent la CPR sous forme de masse et vite et fort et les pays qui enseignent le 5-6 cm de profondeur alors, avec sur 100 minutes. Alors la question est un petit peu floue, mais peut-être que en tant qu'expert, en tout cas, elle vous parle. Donc voilà les deux types de questions que nous avions liées à la recherche sur le sujet. Si Anne ou Pascal, vous pouviez y répondre. Je crois que je vais laisser Pascal répondre sur, sur la deuxième question déjà. Alors, bon, effectivement, les deux questions sont très claires. La seconde, elle va être très simple, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre push hard and fast, comme l'enseignent nos collègues américains, c'est-à-dire appuyer fort et vite, et effectivement, les techniques qui bien, on va dire, définissent la profondeur des appuis de 5 à 6 cm avec une fréquence toutes les 220 par minute. Non, il n'y a pas eu de différence. Par contre, ce que les recommandations eh bien, insistent, c'est que néanmoins, le bouche à bouche et le massage cardiaque restent le golden standard, c'est-à-dire les chances maximales de survie des victimes d'arrêt cardiaque. Donc, mais pourquoi on a enseigné ces appuis thoraciques seuls? C'est tout simplement par souci justement pédagogique et de simplicité. Lorsque l'on fait des formations de masse, on ne peut aller dans le détail et qu'effectivement, déjà, si le grand public effectue un massage cardiaque sans ventilation à 120 fois par minute, là par contre, on a tout à fait un grand nombre d'études qui montrent que de toute façon, cela fait décoller les chances de survie sans atteindre les chances de survie lorsque on associe ventilation et massage, mais néanmoins, on a tout à fait ces preuves scientifiques. Il n'y a aucun doute. Voilà pour la deuxième question. La première, elle était, excusez-moi, rappelez-moi, la première, elle Alors, la était. première, c'était s'il y a des études d'impact, notamment sur les premiers secours en Afrique enfin voilà, en Afrique, puisque Anissé vient du Burundi et donc lui s'inquiétait un peu des résultats assez alarmants concernant les futurs médecins au Burundi et les gestes de premiers secours. Alors, les études d'impact, oui, il y en a, hein. Il y en a dans beaucoup de pays. Alors, pas forcément sur les médecins, mais également sur les paramédicaux. Je rassure notre ami du Burundi. Effectivement, nos jeunes collègues étudiants en médecine sont parfois pas bien meilleurs que le grand public. Effectivement, enseigner ces gestes de premier secours en faculté de médecine est un élément fondamental déjà effectué dans de nombreux pays de manière obligatoire. C'est une très bonne chose. Et par ailleurs, effectivement, il y a des études qui montrent l'efficacité de ces jeunes praticiens vis-à-vis des gestes d'urgence. Donc ça, on a des données scientifiques en la matière qui permettent de dire effectivement que bien, on a une meilleure pratique, on a une meilleure eh bien, confiance en soi, et c'est quand même ce que l'on demandera à ces futurs praticiens. Et effectivement, je dirais la comparaison de pays entre les pays est importante parce que elle amène parfois eh bien, à se dire que on doit ne pas réinventer la roue, mais ça, eh bien, essayer de voir ce qu'ont fait les autres et peut-être le reproduire en tenant compte de son environnement parce que, bien sûr, on ne pratique pas partout dans le monde la même technique pédagogique ou les mêmes
les mêmes gestes parce que eh bien, on est dans des environnements différents. L'enseignement intra-hospitalier en particulier est différent de l'enseignement extra-hospitalier, c'est une évidence. Et bien sûr, on va s'adapter en fonction, par exemple, du matériel que l'on a lorsque l'on est praticien ou lorsqu'on est jeune étudiant en médecine. Merci beaucoup. Anne, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Mais ce que Pascal Cassan dit me fait penser au fait que en France, parce que c'est là où je suis, les formateurs ont une posture différente. J'ai fait des enquêtes exploratoires au moment de ma recherche, et donc je suis allée suivre des formations en tout présentiel et en hybridation de la formation au présentiel. J'ai fait aussi le e-learning. Et les acteurs sont différents, mais en fait, ils sont tous accessibles. Ils sont tous accessibles à la formation et ils vont trouver finalement des accroches pédagogiques pour chaque type d'apprenant qui est devant eux. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que les formateurs sont formés à la pédagogie, hein. Ils ont les mêmes références de Bandura j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps, ils savent euh, observer chez les participants les éléments de motivation, les obstacles peut-être, et puis renforcer ce sentiment. Et je pense que les formateurs ont un grand rôle à jouer, et effectivement, il faut les aider à changer de posture, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à vivre, et c'est un élément peut-être pour eux de se dire avant, j'enseignais, je transmettais, j'avais la connaissance du contenu, j'étais responsable de l'acquisition du savoir. Et maintenant, finalement, l'acquisition du savoir, il se fait avant que l'apprenant n'arrive en présentiel. Et donc, c'est à moi de favoriser la mobilisation, l'articulation des connaissances chez l'apprenant. Et peut-être que ça me renvoie à ça, mais je ne sais pas si l'association est judicieuse. Merci beaucoup, Anne. Donc là, on va avoir donc cet autre groupe de questions plus pratiques qui est finalement le groupe où il y a eu le plus de questions. Donc, je vous laisse peut-être les noter parce il y en a 5. Donc, quel est le profil des personnes qui sont formées? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Donc ça, cette question nous vient de Drissa de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, est-ce que, il y a une collaboration entre la Croix-Rouge française et la Côte d'Ivoire et la Croix-Rouge de la Côte d'Ivoire? Ensuite, est-ce qu'il est possible de refaire une formation? Donc, cette question nous vient de Dominique qui vit donc dans les Cévennes. Où est-ce qu'on peut trouver finalement une plateforme avec des informations sur les lieux où on peut se former à nouveau? Par ailleurs, nous avons une autre question de Bruno, s'il y a des études sur la durée idéale pour un apprentissage de qualité. Et enfin, une question de Valentin sur comment faire une formation sur voilà, les gestes qui sauvent. Pareil, ça revient, est-ce qu'il y a une plateforme qui nous donne ce type d'informations générales? Moi, je veux bien répondre sur la plateforme et comment se former. Alors, je vous incite à aller sur le site de la Croix-Rouge et en surfant, vous allez voir que vous pouvez vous inscrire à des formations de niveaux différents et par département, par date, etc., en présentiel, en hybride. Donc, il y a une possibilité, il y a une offre de formation de la Croix-Rouge qui est en France très large. Voilà. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'était sur la durée de la qualité de la formation. Ben, je ne pense pas qu'il y ait d'études sur la durée de la qualité de la formation, mais on pourrait parler de formation efficiente, une formation efficiente étant considérée comme une formation de meilleure qualité au moindre coût. Voilà. Peut-être que l'hybridation de la formation, ce serait une durée qui serait intéressante à observer, puisqu'il y a 4 heures de formation en autonomie, quand on veut, comme on veut, en tout lieu et en tout temps.
et puis une formation en présentiel qui va être là aussi d'une demi-journée. Donc, et le coût de la formation, parce que je ne sais pas si la question a été posée, mais le coût de la formation est tout à fait abordable, me semble-t-il. Et puis, on peut faire et refaire une formation, puisque moi, j'ai fait plusieurs formations. J'en ai fait quatre, hein, deux dans le dispositif e-learning et puis deux dans le dispositif tout présentiel. Et je vous assure qu'à chaque fois, j'ai appris des choses encore et encore. Et donc, finalement, le fait de faire une formation et refaire une formation, eh bien, ça ne peut qu'être un élément positif qui, là encore, vous allez dire que j'exagère, mais renforce la sécurité au moment du passage à l'acte. Alors après, pour la collaboration avec la Côte d'Ivoire et le profil de formé, je crois que je vais laisser Pascal Cassan répondre. Alors, merci Anne. Le profil des personnes formées, il est extrêmement variable en fonction des pays. Mais si on se centre sur la France, comme je disais tout à l'heure, on s'aperçoit que la tranche des 18-35 ans est la tranche maximale lorsque l'on parle du volontariat. Lorsque l'on est en milieu d'entreprise, il est clair que là, la tranche d'âge est extrêmement variable, puisque vous le savez sans doute, le sauvetage sécurisation du travail est proposé par les employeurs à ses employés. Et bien dans ce cas-là, dans ce cadre-là, bien sûr, je dirais les tranches d'âge vont être très différentes. Et puis les tranches d'âge qui manquent beaucoup en France pour des raisons, je dirais, structurelles d'abord, c'est qu'on n'envisage pas la formation des enfants dès le jardin d'enfants, ce qui est le cas lorsque eh bien, on parle de certains pays qui, dès le jardin d'enfants, eh bien, elles vont commencer l'apprentissage des gestes de premier secours qui vont être très limités à l'appel d'un adulte lorsque l'on parle des tout petits, donc des 3-4 ans. On leur apprend à appeler simplement un adulte lors de l'accident d'un petit copain. Mais c'est déjà commencé une éducation au premier secours. Et ça, c'est effectivement ce qui manque aujourd'hui dans l'approche française, c'est l'apprentissage au plus jeune âge. Et puis, eh ben, allons à l'autre extrémité des âges. On le disait, les seniors sont effectivement eh bien, des personnes qui n'ont pas tendance à aller vers les techniques de premier secours. Pourtant, y compris la Croix-Rouge française propose des formations extrêmement bien adaptées à l'âge, où l'on apprend les gestes de premier secours, mais où on apprend aussi les gestes de préhension, de comment se relever d'une chute lorsque l'on est moins vaillant, entre guillemets. C'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque, évidemment, l'âge avançant, eh bien, le risque d'accident est de plus en plus important. Concernant effectivement euh, alors j'avais le profil et il y avait, j'ai perdu le fil. La deuxième question La que collaboration avec la Croix-Rouge. alors, Voilà. la collaboration avec la Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Alors, nous avons au niveau de la Croix-Rouge française un certain nombre de sociétés sœurs en Afrique d'expression française avec qui nous collaborons. Et nous sommes toujours dans une collaboration de développement des sociétés nationales, c'est-à-dire que ce n'est pas du transfert de technologie. Lorsque l'on a une mission qui est définie dans un pays africain, en général francophone, eh bien, le but est de travailler avec les équipes locales de façon à bâtir leur pyramide de formation en accord avec les pratiques locales, en accord avec l'environnement local et la politique. Là aussi, il est très important de faire de faire donc de, comme le disent nos amis anglais, de l'advocacy, hein, donc parce qu'il est important d'aller vers les autorités et d'essayer eh bien, de faire comprendre aux autorités que ces gestes de premier secours représentent quelque chose d'important pour la santé publique et que non seulement, évidemment, dans la pire des situations, c'est augmenter les chances de survie, mais c'est aussi diminuer les risques de handicap. Et c'est quelque chose qui est très économique pour notre société lorsque on étend ces gestes de premier secours à divers moments de la vie ou de la, tant de la vie sociale que de l'âge en particulier. Donc voilà en ce qui concerne. Alors peut-être a-t-on oublié, Camille, une des questions posées. Non, et puis on va, dans les quelques minutes qui nous restent, on va du coup passer au dernier groupe de questions qui vont être plutôt liées à l'évolution des contextes.
Donc, on a trois questions. La première donc, nous vient de Joao au Portugal, qui nous demande si justement, avec les différents impacts du changement climatique, les besoins en formation ont évolué et si les formations ont évolué avec ce nouveau défi. On a aussi une question de Jean-Eudes qui consiste à savoir s'il existe une structure mondiale en charge justement d'harmoniser toutes les formations. Et puis enfin, une question de Diamant qui nous vient de Kinshasa et qui demande, elle, la place qu'occupe notamment la Croix-Rouge dans la couverture sanitaire universelle et s'il était aussi possible d'organiser des formations sur les urgences ou sur les gestes de premier secours en Afrique. Voilà. Question euh, très identique en tout cas. C'est vrai que pour notre ami du Portugal, tout d'abord, l'information, c'est que la Croix-Rouge portugaise est en train d'harmoniser ces formations de façon à obtenir l'attestation internationale des premiers secours que nous délivrons au niveau de la Fédération internationale. Donc le Portugal est parmi les sociétés nationales les plus actives dans cette harmonisation mondiale. Et deuxièmement, quant à l'impact climatique, qui est la question essentielle, évidemment que nous avons développé des gestes en rapport à l'impact climatique, impact climatique qui peut être sur des situations extrêmement aiguës de type coup de chaleur, évidemment, qui doit être abordé en fonction des environnements. Et aujourd'hui, on sait, beaucoup de pays sont touchés par ces périodes de forte chaleur. Bien sûr, il n'y a pas que l'aspect aigu de l'impact climatique, il y a également l'aspect catastrophique de l'impact climatique. Et là encore, c'est l'intégration des gestes d'initiation à la prise en compte des risques. Là, c'est bien préparer sa famille à la catastrophe, éventuellement, eh bien, apprendre des gestes aussi simples que de mettre de l'eau et de l'alimentation hors sol pour que, eh bien, en cas d'inondation, je ne perde pas tout ce qui pourrait me permettre de survivre pendant les 24-48 heures où je serais isolé éventuellement. Donc, bien sûr, l'impact climatique est pris en compte et nous travaillons d'ailleurs avec nous, Centre mondial de référence des premiers secours, nous travaillons avec le Centre mondial de référence du climat qui se situe en Hollande, à La Haye, et avec qui nous travaillons pour effectivement voir comment on peut intégrer cet impact climatique pour la formation aux premiers secours. Concernant l'harmonisation mondiale, oui, bien sûr, Euh, il y a, il y a une structure d'abord hors Croix-Rouge, c'est le Comité international de liaison en réanimation, l'ILCOR, qui est l'organisme qui est en charge d'élaborer le consensus de la science en matière de premier secours, de réanimation, qu'elle soit de base, c'est-à-dire pour le grand public, ou avancée, c'est-à-dire pour les professionnels de santé, prenant en compte également l'éducation. Donc, c'est une structure qui est pluridisciplinaire et où l'ensemble des partenaires mondiaux participent. Bien sûr, donc la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge est membre de l'ILCOR. Et au titre de cette harmonisation, le Centre mondial de référence des premiers secours, ici basé à Paris, mais qui opère au nom de la fédération, a pour objectif effectivement d'élaborer une harmonisation, et je bien dis harmonisation et pas standardisation, ce qui veut dire que on prend en compte les différences et on ne standardise pas évidemment les gestes de premier secours. Enfin, bien sûr, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont actifs en matière de santé. Les premiers secours sont un des échelons de la santé, mais c'est bien loin d'être le seul, et que eh bien, les sociétés nationales sont extrêmement actives au sein de leur pays, mais avec de nombreuses collaborations, que ce soit puisqu'on parlait de l'Afrique, en Afrique francophone ou en Afrique anglophone. Il est clair qu'aujourd'hui, de nombreuses sociétés nationales partenaires eh bien, participent au développement de nos sociétés sœurs africaines. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anne, merci Pascal. On va clore ce webinaire. Pardon. Merci encore pour votre participation. C'était vraiment passionnant et
notamment sur les derniers points. On sent bien aussi toute l'importance de l'effort scientifique, aussi de la collaboration entre les scientifiques et les humanitaires ou acteurs associatifs, mais en général sur ce sujet, comme parmi d'autres. Donc, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Anne, merci à tous les participants. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de l'Instant Recherche. Ce sera début octobre, on parlera d'aide alimentaire. Voilà, encore merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.